Her name was Arliss Perry, and my heart goes out to the family and the community as a whole. It comes with great honor to announce we solved the 43-year-old cold case. Le matin du 13 octobre 1974, quand l'agent de sécurité Stephen Crawford ouvre les portes de l'église commémorative de l'université de Stanford, il va faire une découverte qui le marquera à vie. Le corps partiellement nu et brutalement tué d'une jeune femme de 19 ans. Bienvenue sur Crime et Châtiment, ça fait très plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial podcast, on va s'intéresser au décès d'Arliss Perry, dont les circonstances de sa mort semblent tout droit sorties d'un film d'horreur. À cet égard, petit warning pour les âmes sensibles sur cette vidéo, mais sinon installez-vous confortablement, on est vendredi, c'est l'heure du crime, générique. Basically, I was a normal person. That was part of my what you call fantasy. Been missing since this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors premièrement, je voulais m'excuser de cet épisode un petit peu particulier et du coup, j'ai voulu faire un sujet assez court, le meurtre de Arliss Perry, que d'ailleurs j'ai trouvé sur Reddit, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais c'est une affaire tellement intéressante que je ne pouvais pas ne pas en faire une vidéo. Du coup, installez-vous confortablement, il y a quand même pas mal de détails sur ce sujet. Alors, Arliss Perry et son mari Bruce, qu'elle avait épousé seulement 6 semaines avant sa mort, avaient récemment déménagé en Californie où Bruce suivait des études de médecine à l'université de Stanford. La veille du meurtre, le 12 octobre 1974 donc, le jeune couple était parti pour une promenade nocturne, mais sur le retour, ils s'étaient disputés sur la pression des pneus de leur voiture. Donc rien de bien grave, mais Arliss voulait quand même passer un petit peu de temps seule, histoire de s'aérer l'esprit et prier un petit peu. Il était donc 23h50 quand le gardien de sécurité du Stanford Memorial Church, Stephen Crawford, a vu Arliss entrer dans l'église. Selon ses dépositions, un seul autre homme est rentré après elle, les laissant donc comme étant les 2 derniers visiteurs, un homme aux cheveux blonds vêtu d'un t-shirt bleu à manches courtes. Vers minuit 10, Stephen Crawford jette un rapide coup d'œil à la salle et crie qu'il est sur le point de fermer au cas où il reste encore du monde. Personne ne sort, alors il verrouille les portes d'entrée de l'église. Mais Bruce, lui, le mari d'Arliss, commence à s'inquiéter parce que leur appartement universitaire n'est qu'à 800 mètres de l'église et vu que cette femme n'est toujours pas rentrée, il décide, entre minuit 15 et minuit et demi, de s'y rendre. Mais le bâtiment est fermé et il n'y a aucune trace de la jeune femme. Vu qu'ils avaient emménagé il y a peu, il était peu probable qu'elle se soit rendue chez des amis pour une visite improvisée puisqu'ils ne connaissaient pas encore grand monde sur le campus. Du coup, à 3h du matin, mort d'inquiétude, il prévient la police de sa disparition, mais après une brève visite de l'église, les autorités ne trouvent rien de vraiment suspect. Petit flash forward à 5h45 le lendemain matin, soit le dimanche 13 octobre 1974. Stephen Crawford se rend au Memorial Church pour ouvrir les portes, et là, l'une des portes est déverrouillée de l'intérieur. Donc un peu surpris, un petit peu appréhensif, il rentre dans l'église et là il va faire une découverte absolument macabre. À gauche de l'autel se trouve Arliss allongée sur le dos, un pic à glace dépassant de sa tête juste derrière l'oreille gauche. Son pantalon avait été suffisamment abaissé pour que le meurtrier puisse l'agresser sexuellement avec une bougie d'autel de 24 pouces, soit 60 cm, qui se trouvait toujours dans son vagin. Son chemisier était déchiré, une seconde bougie était entre ses seins et on pense qu'en plus de l'hémorragie interne, on l'avait étranglé. Près de son corps, on se trouvait un oreiller avec des taches de sperme et on a retrouvé une empreinte de paume partielle sur les bougies. L'ADN d'ailleurs ne correspondait ni à Bruce ni à Crawford. Et chose très intéressante qui va d'ailleurs donner beaucoup de fil à retordre, c'est que ses jambes étaient disposées de manière à former un diamant ou du moins ressembler à un pentagramme, ce qui a amené beaucoup à croire que son meurtre était satanique. Le révérend Amerton Kelly d'ailleurs, à peine arrivé sur la scène de crime, l'a qualifié de satanique. Et c'est vrai que dans les années 1970, ce n'était pas improbable. Charles Manson venait de faire ravage dans la Californie du Sud 5 ans auparavant, et les théories sur la mort d'Arliss étaient toutes plus loufoques les unes que les autres. Certaines accusaient Ted Bundy, d'autres accusaient le Zodiac, ou même encore les francs-maçons.
Apparemment, aux environs d'Halloween, soit 2 semaines après son enterrement, la pierre tombale de la victime fut dérobée, mais sa tombe n'a pas été profanée. Cela laissait très clairement sous-entendre que sa mort était plus qu'une mise en scène et que le tueur était du coin. Pendant longtemps, l'une des pistes les plus convaincantes était un groupe religieux, The Posed Church of the Final Judgment, qui aurait des liens avec le satanisme. Avant d'emménager à Stanford, Arliss aurait en effet tenté de recruter des membres de cette organisation et de les convertir, et certains pensent qu'en représailles, la secte ait voulu se venger. Mais il est quand même assez peu probable qu'Arliss ait autant de pouvoir et d'autorité pour devenir l'ennemi numéro 1 d'un tel groupuscule. La seconde piste, tout aussi intéressante, c'est celle du tueur en série David Berkowitz, ou le fils de Sam, qui a eu un rôle très important. Alors, il venait à l'époque d'être emprisonné pour la mort de 6 personnes après que, apparemment, un chien lui a ordonné ses crimes. Et en 1979, il a envoyé un livre sur la sorcellerie à la police où il avait annoté de façon manuscrite « Arliss Perry chassé, traqué et tué, Californie, Université de Stanford ». Il a affirmé qu'il avait rejoint un culte dans le Dakota du Nord, l'état natal d'Arliss, dont d'autres tueurs en série faisaient partie, comme notamment Otis Toole, Charles Manson ou Ted Bundy. Berkowitz connaissait quand même de nombreux détails sur le meurtre, le pic à glace, le cierge, le coussin, etc., etc. Mais le FBI a discrédité très rapidement ces déclarations, faute de preuves, et les psychiatres estimèrent qu'il s'agissait là de simples fantasmes. Dans tous les cas, le meurtre est apparu clairement comme étant prémédité. Qui rentrerait dans une église avec un pic à glace à minuit ? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait déjà repéré Arliss, ou est-ce que la jeune femme était là au mauvais endroit au mauvais moment et était simplement une victime spontanée ? L'affaire semble s'arrêter là, mais en 2018, soit 44 ans plus tard, les enquêteurs firent une avancée considérable. Avec les nouvelles technologies, ils purent pointer du doigt avec quasi-certitude le nouveau suspect, Stephen Blake Crawford, l'agent de sécurité qui avait justement retrouvé le corps. Les preuves étaient très concluantes, mais lorsqu'ils ont tenté de l'arrêter le 28 juin 2018, ce dernier s'est suicidé devant eux, se tirant une balle dans la tête. Crawford était en réalité un vétéran militaire qui avait déjà été arrêté en 1992 pour des vols qu'il avait commis dans les années 70, des vols de livres rares ou des livres d'art dans les bibliothèques de Stanford. Alors cependant, une question demeure et non des moindres. Est-ce que Crawford s'est contenté d'une seule victime, Arliss Perry, ou est-ce qu'il a commis d'autres meurtres de ce genre, devenant lui aussi un tueur en série ? À ce titre, on aurait retrouvé justement des publications sur les tueurs en série et la police a rassemblé un tableau d'homicides non résolus de la région pour essayer de les rattacher à cet homme. Pourtant, la police pense que le caractère satanique du meurtre d'Arliss, l'un des éléments primordiaux de cette enquête, n'était en réalité qu'une façon de détourner les soupçons et l'attention des autorités, d'essayer de pointer du doigt quelqu'un d'autre plutôt que soi-même. En tout cas, avec la mort de Crawford, Arliss n'obtiendra jamais justice, mais cette affaire fut enfin résolue pour de bon. Et cette découverte conclut donc la fin de cette vidéo. Merci énormément d'avoir suivi jusqu'ici. C'est vrai que cette vidéo est un peu particulière et un petit peu courte. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour de nouveau les vidéos comme on les connaît, sur des sujets tout aussi intéressants. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez aimé quand même ce format, si de façon ponctuelle ça ne vous dérange pas qu'on refasse ce genre là. En tout cas, merci beaucoup, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!